Bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre présence à ce conseil municipal du 16 octobre 2020. Avant de faire l'appel, je vais juste vous indiquer qu'on a changé un peu le protocole pas d'organisation, mais de prise de parole. Vous avez un micro fixe là-bas, ça évitera les allées et venues des personnels notamment. Et si vous le pouvez, pour des questions de sécurité sanitaire aussi, évitez de toucher au maximum le micro, comme ça au moins on est, à mon sens, plus en sécurité. Je vais laisser la parole à Betty Zampello qui va procéder à l'appel, s'il vous plaît. Monsieur Laurencio, Madame Régine Mourgat, Monsieur Jean-François Bernier, Madame Françoise Barger, Monsieur Vincent Martin, Madame Elisabeth Ministre, Monsieur François Bernier, Madame Marie Parmi, Monsieur Roxane, Madame Gaïa Tami, Monsieur Alain Combe, Monsieur Francisco Silvano, Madame Patricia Rousson, Monsieur Nicolas Trottin, Monsieur Philippe Torres, Madame Catherine Sain, Monsieur Thierry Jacques, Madame Claire présente, Monsieur Christophe Laplace, Madame Stéphanie Morin, Monsieur Aurélien Mandelon, Madame Soumane Massas, Monsieur Nicolas Rousson, Madame Valérie Pichèche, Monsieur Bruno Cochal, Monsieur Pierre Navet, Monsieur Yves Fouquet, Madame Manuel Souli, Madame Vanessa Silva, présente, Madame Fabien présente, Monsieur Jérémy Lagier. Merci Madame Betty Zampello. Je vous propose de désigner, comme chaque fois, Madame Françoise Marger-Brojon comme secrétaire de séance. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Avant de laisser la parole donc à Monsieur David Boulet qui va nous présenter les pouvoirs. Les pouvoirs, je détiens les pouvoirs de Marie Paoli pour M. François Robin, de M. Vincent Martin pour Mme Betty Zampello, de Philippe Torres pour M. Christophe Laplace et de M. Thierry Jacques pour Mme Régine Mourgat. Il y en a encore de Mme Valérie Trémolière pour Mme Sonia Nunez-Vaz à partir de 18h30. C'est le jet de l'award, c'est ça? Avant de laisser la parole donc à M. David Boulet qui va nous présenter l'exploitation du TUM pour 2019, je voulais simplement livrer une information que j'ai reçue aujourd'hui concernant la licence de la faculté SP demande donc où elle est en deuxième année. Et donc Jean-Paul Hudave, qui est le directeur de la faculté d'éducation, qui nous dit que pour cette deuxième année, il y a un total de 71 étudiants, donc il y en a 37 qui sont à L1, donc qui forment la première année, et 34 qui étaient déjà l'année dernière et qui effectuent la deuxième année. Ce qui est intéressant, c'est un peu l'origine des jeunes qui sont dans cette licence, puisqu'on a un peu de tous les départements, grosso modo un tiers qui sont du département de la Lozère, et puis on a du Tarn, de l'Ardèche, du Gard, de la Seine-et-Marne, de l'Hérault, de la Corrèze, des Hautes-Alpes, des Pyrénées-Orientales, du Cantal, du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire, du Loiret, de l'Isère, de Paris. Donc voilà, il y a plein de jeunes qui sont à destination d'autres territoires que le nôtre, et pas seulement des départements limitrophes. Donc je crois que c'est une bonne nouvelle pour l'attractivité du territoire, pour l'attractivité de la vie étudiante d'Amande, que cette licence a été mise en place à la rentrée 2019 et donc elle se poursuit allègrement. Je crois que cette année il y a eu encore plus de 300 candidatures donc, sur Parcoursup pour l'inscription en première année. Alors bien sûr il y a un certain nombre de candidatures qui ne valent pas, puisque les jeunes s'inscrivent sur plusieurs cursus à différents endroits. Et donc, il y a beaucoup de candidatures, mais pour autant, le dispositif vaut, et je crois que la faculté d'éducation de Montpellier a eu
a bien fait de venir installer ici sur son antenne mandoise donc cette licence L3 pour le territoire, pour la vie étudiante à Mende, pour Mende tout simplement. Voilà l'information que je voulais vous livrer qui est à mon sens intéressante. Et je vais laisser la parole à M. David Boulet qui va vous présenter le rapport du TUM pour l'année 2019. Sanctionné de l'avis de Mende pour l'année 2019. C'est le sommaire. La première partie qui est la présentation. Donc simplement, dans le délégataire pour la ville. Donc délégataire Société Boulet, représenté par moi-même. Donc l'événement marquant pour l'année dernière, c'était les 50 ans de l'entreprise qui ont été faits le 1er juillet 2019. Donc en termes d'exploitation, c'est 2 bus de moyenne capacité et 2 bus de petite capacité sur les périodes hors vacances scolaires. Lors des périodes de vacances scolaires, on bascule sur un système plus souple qui se trouve être un bus de moyenne capacité et un bus de petite capacité. Il y a donc 4 points de rechargement, un sur Fontanille, un sur la ville, un sur notre dépôt et un autre à Ramon. Sont donc compris dans le matériel, des systèmes de géolocalisation, des écrans permettant d'indiquer les prochains arrêts ainsi que donc l'annexe 11 pour les personnes à mobilité réduite et handicapées pour tout ce qui est son et indication. Donc il y a 6 conducteurs, un homme d'entretien lié au service, 3 contrôleurs assermentés et un emploi administratif. Donc, sur la mise en œuvre. Donc pour effectuer tout ceci, il y a un dépôt de 3400 m², de 900 m² qui sont couverts, plus des bureaux qui sont situés donc, avec du chapitre sur la ville de Mende. Cette année, en 2019, il n'y a eu aucun bien immobilier ni acheté ni revendu, ni signé ni loué. Pas de vente de véhicules non plus, pas de modification sur le parc. On en vient donc aux véhicules de transport qui sont mis en place pour l'exploitation. Vous pouvez remarquer sur le premier tableau, vous avez donc 5 premiers véhicules qui sont ceux qui sont prévus par le contrat, c'est-à-dire les 4 qui tournent tous les jours, donc on va scolaire dessus, plus le dernier véhicule, le véhicule de substitution, qui est là pour remplacer lors des absences pour entretien mécanique et divers. Sur la seconde page, les moyens humains, donc là les 6 conducteurs, très intéressant, c'est celui que une ancienneté relativement longue des salariés sur ce réseau, ce qui permet en fait pour nous que ça tourne de façon optimale, qu'on connaisse tous très bien leur service. On va passer à l'offre de transport. Donc 2 lignes principales, que ce soit en période de vacances scolaires ou que ce soit hors vacances scolaires, c'est-à-dire qu'on a donc 2 véhicules principalement qui tournent sur le secteur de Fontanille, l'hôpital, le quartier de l'hôpital, c'est-à-dire Chantier-Perry, Castelsec, et qui dessert aussi le Cossologe. Et de l'autre côté, 2 autres véhicules qui circulent sur les moulins, la Croze, le chapitre et Ramon. Le point de rencontre principal étant la place du Foirail, qui permet toutes les correspondances pour passer d'un côté à l'autre de la ligne. Ensuite, nous avons une 3e ligne qui s'effectue que le samedi, qui est donc la ligne spécifique du samedi, qui est la ligne 3. Les évolutions cette année, c'est une création de l'arrêt Mandozère. Donc cet arrêt se trouve juste en face du local, pardon. Donc la connaissance c'est dans l'autre.
La zone s'est étoffée en termes de magasins, donc du coup c'est un arrêt qui avait été demandé et qui est désormais desservi. Donc ensuite il y a eu un autre arrêt qui a été demandé, c'est la dessert de la pépinière d'entreprise, donc avec les arrêts Gutenberg et Einstein, qui aussi sont desservis. Matin et soir principalement pour les étudiants qui peuvent s'y rendre. On passe à la production kilométrique. Donc le service surveillance, ça représente sur toute l'année, vacances scolaires et en vacances, 202 224 km. Pour un total d'heures sur les années d'après de 8101 heures de conduite. Uniquement des heures de production en termes de conduite. On va passer à la quatrième partie, le trafic. C'est une partie les plus intéressante de nouveau. Donc en 2019, nous avons une progression encore du nombre de passagers. On passe à 220 000 passagers transportés sur l'année entière. Ce qui est au-delà des objectifs fixés au départ sur le contrat. En termes de recettes et fraudes, donc vous avez une première page qui vous explique la structure tarifaire qui est restée inchangée depuis l'origine. Je ne reviens pas dessus, les tarifs sont sur cette diapo, on va rester un petit peu. C'est la diapo la plus intéressante, donc on voit en vert la partie du réel effectué, le contractuel qui est prévu au contrat, et donc l'écart réalisé sur la partie droite de l'écran. Donc vous pouvez noter qu'en termes de tickets, c'est-à-dire le ticket vendu à l'unité dans le bus, il y a une production moindre que celle qui était prévue au niveau du contrat. On est donc sur une base de moins 13%. Mais en l'occurrence, on a remarqué, vous allez voir, on a une vente des carnets de voyage qui elle, a complètement explosé par rapport aux autres années. On a un contractuel, donc on était à 163, mais on a vendu 327 abonnements. Du coup, on est à plus de 100% d'augmentation sur cet abonnement-là. Et c'est un abonnement qui marche de mieux en mieux pour la bonne et simple raison qu'auparavant, on avait des cartes nominatives pour ces abonnements-là. Aujourd'hui, ce sont des tickets, des carnets de tickets qui sont remis aux personnes les achetant. Et donc, du coup, ça permet d'en remettre un petit peu tout le monde dans la famille, c'est-à-dire que ça peut servir aussi bien à la fille du foyer, qu'à la maman, qu'au papa, qu'au grand-père, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les tickets, du coup, étant plus nominatifs, ils sont plus faciles à être distribués. Ce qui a permis, du coup, cette augmentation de la vente de titres. Ensuite, si on continue sur l'abonnement mensuel tout public, on a une baisse des abonnements, enfin une baisse. On en a vendu moins que ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire qu'on a vendu 77 au lieu de 96. Sur les abonnements mensuels scolaires étudiants, là on en a vendu un petit peu plus, c'est-à-dire on est à 274 abonnements vendus au lieu de 244 prévus. Sur les abonnements mensuels ayant droits sociaux, là on stabilise, on en avait prévu 173 pour cette année, on en a eu 171. En annuel, on passe sur la structure des abonnements annuels, donc l'abonnement annuel tout public, c'est-à-dire pour tout le monde. On a prévu 8, on en a vendu 12. Après, là où il faut insister, c'est plutôt sur les abonnements annuels scolaires, qui eux sont en nette progression. Et d'année à l'année, on n'arrête pas d'augmenter. On en avait prévu 387, on était déjà bien au-delà l'année dernière, on était à plus près de 480. On est à 605 sur l'année 2019. Donc on voit que sur cet abonnement scolaire à l'année, on est vraiment opérationnel, c'est-à-dire qu'on a refait les grilles et au fur et à mesure, on a toujours adapté les grilles du service par rapport au scolaire, et on voit qu'aujourd'hui ça paye, c'est-à-dire que les abonnements sont là. Et la progression de l'utilisation du service, quand on voit les 200 000 passagers, elle est liée à 85% à la fréquentation de ces scolaires. C'est-à-dire que c'est notre cœur de cible, c'est notre clientèle principale. Aujourd'hui, en fait, les élèves attaquent à n'importe quelle heure, finissent à n'importe quelle heure. Il n'y a plus d'horaire fixe comme avant, où on finissait à 8h, et vous finissez à 4h de l'école, ou à 18h. Maintenant, vous commencez à 9h, vous finissez à 3h30, et c'est plus vous commencez à midi, et vous finissez à 2h30. Il y a toutes sortes de possibilités, et donc le service sur est là pour répondre au fur et à mesure et s'adapter. Et c'est ce qu'on a su faire, et donc aujourd'hui, on en a des résultats. Sur l'abonnement, il y a droits sociaux. Là, c'est pareil, on stabilise, puisqu'on a prévu 18, on en a vendu 20. Sur l'annuel senior, on a un petit recul de 96 abonnements prévus, on en a eu 71. Et après, donc, accessoirement, il y a la carte de ramassage scolaire, qui est une carte un peu désuète, qui se fait à l'année, mais qui est vraiment sur des horaires, je te dis très précis, 8h et 16h30 et 18h.
Donc là, on en vend très très peu parce que c'est pas vraiment adapté chez mon fonctionnement du jour. Donc, on en vend du 5 ou du 8. Voilà. À côté de ça, en dessous, vous pouvez voir les recettes qui sont liées là aussi au service, qui sont des compléments liés au groupe, au panneau publicitaire, aux conneries qu'on fait sur le service, et les navettes, quand on a besoin de renforcer les tubes, on n'a pas assez de place dans le véhicule prévu. Juste peut-être pour être bien clair, pour finir sur ce diapo, du coup, on constate en fait en écart chiffre d'affaires qu'on est à plus 13% par rapport à ce qu'on avait prévu, donc entre prévisionnel et réalisé. Voilà. Sur seulement la vente de titres purs et durs, sans compter les accessoires que je vous ai donnés auparavant. Donc, tableau suivant, vous avez le détail des ventes de tickets mensuels. Donc, on remarque que c'est toujours les mêmes mois qui sont toujours les plus chargés. Donc, on voit bien qu'il y a la période de juillet-août où c'est toujours plus faible, il y a moins de passages, et sur les périodes de septembre qui vont jusqu'à février sont les plus hautes. Et ça, c'est récurrent ces dernières années, il n'y a pas de surprise là-dessus. Donc après, vous avez un petit tableau qui récapitule ça. Donc on va passer dessus. Détonnant sur ça. On a dit un contrôle. Les contrôles réalisés, on a très peu de fraude. On constate en moyenne 9 fraudes sur l'année, sachant que ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les cartes des personnes étant en fraude. La fraude classique étant tout simplement qui mène la fraude à 100%, c'est-à-dire que celui qui a la carte en main dépasse celui qui est détenteur de la carte pour le coup. En fait, c'est des prêts de carte, donc on relève la carte et on demande aux parents concernés de l'élève identifié sur la carte à venir récupérer au bureau. Jusque-là, ça n'a jamais occasionné d'amende. Nous, on tient en fait un petit carnet récapitulatif, c'est-à-dire que le premier, c'est le poids blanc. Le second suppose par contre un règlement de l'amende. À ce jour, on n'a jamais eu 2 fois le cas. Ça a toujours été des nouveaux, donc on s'en tient là. Voilà. C'est pour ça que vous avez le taux de fraude taux de fraude estimé par mois, on est à 210% par rapport à la fréquentation, on est à 0,0 et des poussières. On continue. Formation, qualité de service. Donc voilà, on va passer sur cette diapo. Donc là, cette diapo, on voit les taux de retard, d'avance, d'arrivée du service. Donc juste ce que je vais vous faire noter, c'est par rapport au taux des 4258 que vous avez marqué en avance. Le but, c'est pas forcément en avance, c'est-à-dire qu'en fait, on a des temps de tampons qui sont faits à la fin des arrêts, qui sont en bout de ligne. Et donc systématiquement, en fait, ces temps de tampons sont prévus pour que le car puisse arriver en avance, pour pouvoir repartir à l'heure. Donc systématiquement, nous, le relevé informatique nous donne une arrivée à l'avance, ce qui est le cas, mais ce qui est entre guillemets pour nous obligatoire, c'est-à-dire que c'est un bout de ligne. C'est quand on arrive par exemple au Boulin, pour repartir bien à l'heure des Boulins, il y a systématiquement 2 minutes de temps tampon à l'arrivée au Boulin. Idem au foirail, idem à l'hôpital, et dans notre sens aussi quand on remet ça à l'hôpital au foirail. Donc pour chaque fin de course, il y a systématiquement un temps tampon qui est prévu pour qu'on soit sûr de repartir à l'heure. C'est ce qui est prévu, c'est 4258 arriver à l'avance à l'arrêt. Donc après, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans les 1 à 4 minutes, lorsqu'on cumule tout ça, on a à peu près 75% des fins de course qui sont réalisées à l'heure, c'est-à-dire entre moins de 2 minutes et plus 5 minutes. Donc, on tient un service dans les temps honorables. On va passer aux aspects commerciaux. Voilà. Donc 4 opérations principales sur le service, une promotion, une première sur la Saint-Valentin, on offre un deuxième abonnement identique à celui qui a été acheté le premier pour le couple, en mari ou pas, on n'a jamais fait la distinction, mais cette année par contre on a point non plus sur 2019. Opération blanc, ça n'a pas fonctionné. Sur les soldes d'été, on achète un ticket le matin, on peut l'utiliser toute la journée, du coup il n'y a plus de notion de
sur le terme horaire. Donc là, par contre, on constate une hausse de la fréquentation. C'est-à-dire que là, les gens le prennent, et donc après, se permettent de prendre du temps en ville ou sur l'espace de Ramille, et rentrer plus tard avec le même titre. La journée du transport public, ça c'est une journée spécifique qui a lieu chaque année sur une journée au mois de septembre. Donc là, c'est une journée qui est gratuite, entièrement. Le service est ouvert à tout le monde de façon gratuite. Là, c'est pareil, sur cette journée-là, généralement, on constate une augmentation de 8%. C'est à peu près ce qu'on a vu sur les chiffres. En moyenne, c'est 8%. En fait, la dernière semaine, c'est une semaine gratuite qu'on fait chaque année là, depuis des années sur Noël. On s'est aperçu que la semaine de Noël était une semaine qui était très peu fréquente, on avait très peu de fréquentation. Donc c'est pour ça que pour amener un peu de fréquentation du volume dans le service, on a mis cette semaine-là. Donc ça a produit son effet. On a un petit peu plus de fréquentation, mais là, c'est pas non plus gigantesque. Là c'est pareil, on est en deçà moyen de ce qu'on a sur les années antérieures, on va en deçà de 5% de fréquentation par rapport à une semaine standard de semaine scolaire à vacances scolaires. Donc pour l'ensemble de ces actions commerciales, donc, il y a des affiches qui sont mises sur le réseau, à l'arrêt de bus, sur les véhicules. On les fait passer sur les écrans. Et ensuite, on fait aussi de la publicité par le biais de la radio Totem. On va passer aux espaces sociaux. Donc là, c'est assez simple, c'est énorme, puisqu'il n'y a réuni pas de sociaux en particulier, rien à dire sur ce chapitre-là. On poursuit par les aspects financiers. Donc ici, sur le rapport que vous avez, peut-être il y avait une coquille sur le montant des acomptes versés par la ville, qui était indiqué en TTC, non pas hors taxe. Donc là, vous avez le bon tableau avec les montants hors taxe. Donc en l'occurrence, c'est 442 000 au lieu de 452 qui étaient notifiés sur le précédent rapport. Donc on peut voir que sur la différence de recettes, on a effectué donc 63 210 € de recettes au lieu des 50 000 prévus au contrat. Donc on a fait un bénéfice net, on va dire, de 12 000 € sur la vente de recettes par rapport au prévisionnel. Ce qui était plutôt une bonne année. On poursuit donc sur la clé d'affectation par rapport aux charges de l'entreprise sur les charges fixes. Donc il y a deux clés d'affectation, on avait retenu une des deux, mais parce que de toute façon c'est exactement les mêmes, c'est-à-dire qu'un rapport à un chiffre d'affaires de service urbain ou un rapport par rapport au nombre total de véhicules sur le dépôt en exploitation, ça représente 14,2%. C'est exact, c'est 14,3 et 14,2. Voilà, pour nous c'est des kiki bricot, c'est-à-dire qu'on prenne dans un sens ou dans l'autre. Notre clé d'affectation, c'est 14,2% par rapport à notre entreprise. Donc ensuite, vous avez le montant des versements effectués par la ville, les contributions, le montant des pénalités zéro, les acomptes ensuite perçus. Donc là, les chiffres, 452 000 sont bien indiqués en DTC. Donc il restait dû au 31 décembre, puisque je me demande les deux dernières factures qui étaient le 22 décembre. Voilà. Donc résumé, 58 000 € en attente. Et voici pour l'année 2019. Si vous avez des questions. Merci M. Boulet pour cette présentation. Peut-être nous dire un mot sur la situation 2020. Alors la situation 2020. Janvier-février, situation normale. Mois de mars, c'est une situation normale. Donc on a continué les deux premières semaines du confinement, enfin la première semaine et la dernière semaine avant la reprise, on a circulé avec le système scolaire classique. Mais ensuite, on a vu la première semaine comme ça se passait, on est passé en modèle 8, c'est-à-dire en modèle vacances scolaires. Donc là, on a circulé donc, pendant les 2 mois d'arrêt, pas 2 mois d'arrêt, puisqu'on a continué à circuler. On a fonctionné avec en moyenne 40 personnes par jour par véhicule. Voilà. C'est-à-dire qu'on va avoir une modification nette du nombre de passagers par rapport à 2019. Il y avait très
peu de personnes. Mais bon, ça a permis de faire un service minimum pour quelques-uns qui me prenaient pour aller faire leurs courses. C'était principalement des habitués. Là aussi, c'est-à-dire que sur la vente de titres, de toute façon, c'était gratuit. Mais ça n'aurait rien changé sur le volume de titres vendus, puisque ceux qui me prenaient le service étaient des abonnés. Voilà. On a repris le système payant à partir de la rentrée du mois de septembre. Donc le système du service sur il restait gratuit du mois de mars, du 17 mars, du 20 mars, puisqu'on a été la semaine après, du 20 mars jusqu'à la rentrée scolaire. À partir de la rentrée scolaire, on a remis un paiement les abonnements, tout ça en route. Ce qu'on peut constater, nous, là, donc, à la fin du mois d'octobre, c'est que les premières recettes du mois de septembre sont plus élevées que sur le mois de septembre de l'année 2019, sont plus élevées que sur le mois de septembre des autres années antérieures. Donc il y a eu un gros mois de septembre, beaucoup de renouvellement du coup de l'abonnement, de titres de transport. Donc a priori, le système reprend son rythme normal. On est même, quand on regarde sur les capacités sur les bus, aux horaires scolaires, parce que les horaires plus chargés, on est sur des capacités maximales, c'est-à-dire que les bus sont pleins. Donc le système a repris comme à l'identique. Il n'y a pas eu d'effet Covid en fait, à la rentrée. Moi je pensais qu'il y aurait un ralentissement aussi du service. Ça peut être le cas. Donc du coup, on est sur un système normal aujourd'hui et tout a repris de façon identique, si ce n'est un petit peu mieux justement sur le nombre de titres vendus sur le mois de septembre. Voilà. Mais après avoir. Merci Monsieur Boulet. Je vois la discussion. Bonjour Monsieur le maire, les conseillers adjoints et toutes les personnes ici présentes. Alors si j'interviens aujourd'hui au sein de ce conseil municipal, c'est en tant qu'élu mais aussi en tant que porte-parole et à la demande de Mandois qui s'inquiètent pour leurs enfants et souhaitent exprimer leur mécontentement et leur inquiétude. J'ai été interpellée, cela à plusieurs reprises, pour échanger sur le dysfonctionnement du tube, Monsieur Boulet, et en particulier de la ligne 1 qui dessert Fontanier aux environs de 7h29. Il vous a certainement été rapporté que le bus utilisé en période scolaire est souvent confronté à un manque de place. En effet, il apparaît que le véhicule utilisé soit beaucoup trop petit par rapport au nombre de passagers qui l'utilisent, ce qui entraîne malheureusement un gros problème de sécurité qui est lié directement à l'épidémie de Covid et des retards répétés à l'école pour les enfants, avec parfois même l'impossibilité totale de rentrer dans ce bus. Nous savons que tous les transports en commun sont et doivent rester un moyen de se déplacer, permettant d'améliorer l'équité entre tous les individus et d'assurer l'égalité des chances en matière d'accessibilité pour toutes les personnes. Malheureusement, de nos jours, beaucoup de ménages ne possèdent ni voiture, ni permis de conduire, ce qui les rend totalement dépendants des transports urbains, sans oublier que les plus touchés restent les aînés et les jeunes. Le souhait aujourd'hui, Monsieur le maire, c'est que le TUM permette aux Mandois d'accéder à tous les services de base, que ce soit dans le domaine de la santé, dans celui de l'éducation, pour le travail ou les loisirs. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir réétudier, dans la mesure du possible, les différents trajets, les horaires et la taille des TUM, pour qu'ils puissent ainsi répondre à la demande de tous les Mandois et les faciliter dans leur quotidien et leur bien-être. Je vous remercie pour eux, je sais que ce n'est pas facile. Merci Madame Diaz. Donc Monsieur Boulet, quelques éléments de réponse et puis moi je ferai un complément. Oui, alors pour le service concerné, effectivement, il y a une charge sur la partie du transport qui s'effectue de l'arrêt de Fontanier jusqu'à l'arrêt lycée Châtel, c'est-à-dire l'arrêt Vernel. Sur ces 200 mètres, il y a un problème certains matins où il y a de la surcharge. Par contre, le système est prévu pour qu'il y ait un véhicule qui récupère des élèves qui ne pourraient pas rentrer dans le service. C'est-à-dire qu'en fait, on a des services scolaires qui arrivent à la même heure que le service urbain sur l'arrêt des Bansais.
c'est moi-même. Le conducteur du service urbain doit m'appeler s'il y a un problème de charge. Avec ça, on monte, on fait le tour du quartier de Fontagny, on récupère à l'arrêt Fontagny des élèves ne pouvant pas rentrer dans le service et on les descend donc à la Vernelle. Pour parer à cela, pour éviter systématiquement au cas de ramassage de faire le tour de Fontagny, on a demandé aux élèves qui descendent de Château-Perdu, en fait tout simplement, qui vont sur le Foral et qui vont sur l'arrêt Mirandeux, c'est-à-dire l'arrêt du lycée Notre-Dame, au lieu de redescendre de Fontagny, de déposer à l'arrêt lycée Notre-Dame, de descendre donc à l'arrêt Vernelle le matin, tous. Ils ont une ligne 2 qui arrive 3 minutes après, qui les récupère, qui les dépose donc à l'arrêt Mirandeux 5 minutes après, et qui ensuite vont au Foral. Donc ce système est mis en place depuis la rentrée scolaire de cette année-là. Pour l'instant, on a constaté à aucune reprise, c'est-à-dire aucun matin, on a eu besoin d'envoyer le car de ramassage scolaire venir charger à Fontagny. Ce qui n'était pas le cas par contre l'année dernière, qui a eu lieu, parce que j'y suis invité à plusieurs reprises, récupérer des élèves sur Fontagny pour les amener à Brillon. Parce que généralement, c'est des enfants qui vont Brillon. Mais voilà, par contre, depuis le mois de septembre, cette problématique pour l'instant de limiter le car de ramassage n'existe plus parce qu'on a établi cette méthode-là pour y parler. Maintenant, je ne peux pas vous en dire plus que ça. C'est aujourd'hui le fonctionnement que l'on a et qui, a priori, n'est pas défaillant. Merci M. Boulet pour ces éléments. Je vais apporter quelques éléments complémentaires. Ce que j'ai demandé, moi, à mes équipes, dans un premier temps, en interne, donc autour de la direction de la population et du directeur général des services, de conduire une analyse sur le fonctionnement global du TUM, et ensuite aussi avec les élus, s'il y a un groupe de travail qui va être mis en place, parce que notre TUM, il fonctionne bien, mais pas suffisamment. C'est-à-dire que l'entreprise qui l'exploite, donc l'entreprise Boulet, assure le service, je pense dans des conditions qui sont bonnes, même si toujours on peut toujours tout améliorer. Donc ça c'est un peu le message que je lance aussi à David. Mais on a un souci, c'est qu'on touche les jeunes, ça a été dit, on touche bien les jeunes, mais par contre on a un souci sur les autres peut-être strates de population, sur les autres personnes qui sont peut-être plus en difficulté sociale, qui n'ont pas de véhicule. Et donc de ce point de vue-là, je crois qu'on a des améliorations à apporter. Donc c'est le travail que je demande et que je confie à mes équipes pour qu'on essaye d'être beaucoup plus efficace. Mais c'est très bien que ça fait partie ces transports publics font partie de la transition écologique aussi, font partie des éléments qu'on doit mettre en œuvre pour effectivement limiter, peut-être plus encore demain qu'aujourd'hui, le tout véhicule automobile et surtout une personne par véhicule. Et donc on doit essayer de réfléchir encore à adapter le dispositif du TUM dans son fonctionnement au quotidien. On a un certain nombre de carences avec le COSODOGE qu'il faudra qu'on finisse par régler quand même. Et donc on doit y travailler d'arrache-pied dans les prochains mois pour essayer d'être sûrement plus opérationnel au printemps. On devait le faire juste après les élections, mais bien sûr, tout le monde sait la période qu'on a connue avec le Covid, avec, comme vous l'avez dit, M. Boulet, des événements qui ont perturbé quand même sensiblement son fonctionnement. Et donc, on devra, je pense, y travailler maintenant pour essayer d'améliorer les choses, mais d'améliorer les choses globalement sur la desserte de la ville et pour une meilleure prise en compte, je pense notamment aux personnes âgées. On a une délégation de service public qui vient à échéance le 31 décembre 2023, si je ne m'abuse. Donc elle est en même temps assez éloignée et relativement proche. Donc on doit continuer le travail quand même, doit être assez cadencé pour pouvoir améliorer les choses si on le peut, même dans cette délégation-là. Pas attendre le 1er janvier 2024 pour que les choses soient mises en œuvre. Non, on doit essayer de faire des efforts dès maintenant. Voilà, merci M. Boulet pour cette présentation. Et donc on aura l'occasion d'en reparler. On va passer à l'ordre du jour. Conseil municipal qui comprend
l'approbation des comptes rendus des séances du 6 juillet et 17 septembre, les communications des décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir. Le point numéro 1 qui concerne du foncier pour une vente d'un petit morceau de terrain au Cosloge à la SCI Modéal Immobilier. Un point numéro 2 qui concerne la vente d'un lot au lotissement Les Hauts de la Bergerie à des particuliers. Le point numéro 3 qui concerne l'achat par la ville de Mende d'un local, l'ancien local Cousin, ça parle à tout le monde, rue de l'ancienne maison consulaire, pour en faire un équipement public et on vous l'expliquera tout à l'heure. Le point numéro 4, c'est l'adhésion au PEFC sur la certification de nos forêts communales et sectionales. Le point numéro 5, c'est l'opposition au transfert de la compétence en matière de PMU. Le point numéro 6, c'est les révisions allégées numéro 1 et 2 au plan local d'urbanisme. Donc on arrive au bout des décisions qui avaient été prises antérieurement, ça doit remonter à 2019, sur des adaptations de notre PMU. Le point numéro 7, ça concerne une convention constitutive d'un groupement de commandes pour l'achat et la fourniture de fioul et de gasoil. Et puis le point numéro 8, la rétrocession d'une concession funéraire au cimetière de Séjan. Sur l'approbation des comptes rendus des séances du 6 juillet et du 17 septembre. Est-ce qu'il y a des observations? Monsieur Abel. Monsieur le maire, mes chers collègues, concernant l'approbation du 6 juillet et du 17 septembre, sur le compte rendu du 17 septembre, il n'y a pas d'observation particulière. Sur le compte rendu du 6 juillet 2020, vous avez demandé certaines choses, essentiellement les arrêtés attributifs de subvention concernant le musée du Gévaudan. Au bout de 2 mois de silence de votre administration, nous avons fait un courrier officiel en date du 14 septembre, vous réclamant à nouveau les arrêtés attributifs de subvention du musée de Gévaudan, les documents comptables qui sont obligatoires et qui indiquent que le financement est acquis. 5 minutes avant ce présent conseil municipal, M. Anglais est venu m'apporter un certain nombre de documents. Donc, au bout de 3 mois, on a réussi à avoir un minimum de documents. Et j'ai eu juste le temps parce que bien entendu, en découvrant ces documents, on n'a pas le temps de tout synthétiser. Mais une chose me frappe, monsieur le maire, et m'inquiète, et vous inquiète tous également, c'est que je reprends donc l'argumentation qu'on vous avait dit, à savoir que vous avez clamé... Non, mais vous n'allez pas me refaire le conseil municipal. Vous n'allez pas m'interrompre. Non, on est sur le compte rendu. À chaque fois que vous êtes en difficulté, vous m'interrompez. Non, sur le compte rendu. À chaque fois que vous êtes en difficulté, vous m'interrompez. On est sur le compte rendu. Ayez la correction de me laisser terminer. Bon, on commence à connaître la façon de procéder, c'est pas acceptable. On vous respecte quand vous prenez la parole, vous nous respectez. Je continue. Vous nous avez donc affirmé pendant toute la campagne que le financement était acquis. Aujourd'hui, je fais un total, c'était facile, puisque j'ai les documents officiels, monsieur le maire. Les documents officiels qui indiquent clairement aujourd'hui que sur près de 8 millions d'euros de demandes de subvention pour le musée du Gévaudan, vous n'en avez pas encore obtenu la moitié, à savoir 3 900 000. Donc il y a un problème. Il y a un problème d'engagement, il y a un problème de parole politique, monsieur le maire. Il y a un problème de parole politique, parce que vous avez toujours affirmé que ce n'était pas un problème. Et sur ces 3 900 000 euros qui manquent, monsieur le maire, je voudrais comment vous préciser là-dessus, c'est qu'il y a un montant de 1 300 000 de la région Occitanie. Or, nous savons tous, mesdames et messieurs, que dans 6 mois, il y a des élections. Donc vous n'avez absolument aujourd'hui aucune certitude d'avoir cette subvention de 1 300 000. Donc, ça nous... Je conclue. Parlez-moi du compte rendu, s'il vous plaît. Donc, sur le principe du compte rendu, dès lors qu'on doit attendre près de 3 mois pour avoir un document qu'on demande et qui est obligatoire, on n'est pas en position d'approuver ce compte rendu. Donc, on va certainement s'abstenir. Voilà. Ayez l'obligeance de ne pas m'interrompre quand je m'exprime. Merci.
Et parlez-moi des choses pour lesquelles on est en train de discuter. On ne va pas refaire la campagne électorale à chaque conseil municipal. Et non, pour vous, elle n'est pas finie. Pour vous, elle n'est pas finie. Non, pour vous, elle n'est pas finie. Pour vous, elle n'est pas finie. C'est affligeant. Donc, est-ce qu'il y a des... Alors, on va faire, parce que j'ai compris que vous alliez en voter un. Donc, on va faire le compte rendu de la séance du 6 juillet. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc, 8, 7. Et les autres sont favorables. Je vous remercie. Pour le compte rendu du 17 septembre 2020, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité. Merci. La communication, j'aurais bien apprécié, compte tenu de la sortie que vous aviez fait, d'ailleurs sur ces comptes rendus aux derniers conseils municipaux, que vous reconnaissiez le travail qui a été fait par les équipes, que je salue ici, pour la qualité de la rédaction de ces comptes rendus. Je pensais sincèrement, M. Abed, quand vous levez à aller prendre la parole au micro, vous me reprochez toujours 30 000 choses, mais que vous auriez apprécié quand même le travail de fond qui a été fait par Marie-Claire Méjard et par son responsable, Frédéric Porcher-Portalier, et puis les relectures aussi par le directeur général des services. Mais bon, je vois que le travail qui est fait par les autres, ça vous importe que peu. C'est un petit jeu politique que vous faites. Non, ça c'est une réalité. Alors, les décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir que vous m'avez confiée. Donc, j'ai signé un arrêté autorisant le dépôt de demande de subvention auprès du département de la Lozère au titre de la prolongation des contrats territoriaux pour l'année 2021, la prolongation et puis même l'augmentation de l'enveloppe. Donc, pour ce qui nous concerne, ça va concerner l'aménagement du cinéma. Le réaménagement du cinéma du Trianon, donc l'opération de démolition doit être lancée d'ici les prochaines semaines. Fin novembre, on m'a dit. Bon, très bien. Et dans la foulée, on reconstruira. Et donc pour l'instant, on a passé comme marché pour la démolition, parce qu'il y a le désamiantage. Et donc dans la foulée, on passera le marché de la reconstruction et de la rénovation aussi du bâtiment existant, enfin du moins des 3 salles du bâtiment existant. Il y a donc dans l'arrêté aussi une aide pour le musée du Gévaudan à hauteur de 400 000 € donc, du département. L'aménagement du parking du Torrent pour 27 602 €. L'aménagement du parking du Prévival pour 55 226 €. L'aménagement de terrains à vocation économique ou d'habitation, c'est des terrains qu'on appelle Billy au-dessus de l'hôpital pour 20 352 €. La sonorisation, M. Sesco, de l'espace événement Georges Frêche pour 12 932 €. Et puis la réfection de la terrasse de la bibliothèque médiathèque municipale de Lamartine pour 4 569 €. Voilà ce que les éléments supplémentaires d'aide du conseil départemental de la Lozère. Donc je ne peux que remercier Mme Sophie Pentel, la présidente du conseil départemental, pour avoir accédé à ces demandes, parce que là, quasiment, il y en a pour 1 million €. Je viens de vous le faire remarquer. J'ai pris un arrêté 119-20 autorisant le dépôt d'une demande de subvention auprès de l'Europe, donc du programme Leader pour l'acquisition de véhicules électriques. Donc avec une aide de 28 000 € attendue du programme Leader pour l'achat de 2 véhicules, des véhicules légers. Un arrêté 120 autorisant la signature de l'avenant du marché des services des assurances de la ville, comme chaque année, donc une régularisation de 481 € et 16 centimes TTC. Et puis j'ai pris un arrêté aussi 244 concernant l'acquisition d'un bâtiment qui appartient à l'État, à la direction de l'éducation nationale, donc c'est situé au Prévival qui était à la vente pour un montant de 135 € et on a été le visiter et on a pensé qu'il était 135 000, j'ai dit combien? Ah, c'était 135 000. 135
45 000 €. Donc ce bâtiment, on a pensé que c'était opportun de faire son acquisition pour peut-être un intérêt pour nos associations mandoises, dont certaines pâtissent encore de locaux. Voilà pour ces décisions et délégations. On passe au point numéro 1 de l'ordre du jour, donc la vente communément dans la SCI Mondiale Immobilier. Madame Bourgade. En 2017, la commune a cédé à un organe normal au costage d'une parcelle pour implanter son local artisanal. Et aujourd'hui, ce dernier demande à la commune d'acquérir une parcelle supplémentaire pour étendre la zone de stockage. Donc la parcelle est privée d'une zone dénommée du Sicari occupée par l'État pour 61 m², qui est liée à la de voie. Et vu l'évaluation de France Urbaine, il vous est proposé de céder la parcelle à L332 de 347 m² pour 7 634 € de taxes à la SCI Moderne Immobilier, les frais de bornage et notarisme de place à charge, et d'autoriser le gestionnaire à signer l'acte de cession intervenir dans le secrétariat. Merci Madame Bourgade. Tout le monde situe cet espace donc, qui est au Cosse d'Auge, qui est en continuité des constructions du bar-restaurant de la zone, du bâtiment qui avait été fait par M. Jean-Marc Vigne, du motoclub, de 999 suspensions. Donc c'est le dernier bâtiment. Vous avez acheté un morceau de terrain. C'était M. Moelle qui était installé sur les ateliers relais de la CCI au Cosse d'Auge. Donc on vient trouver une solution pour qu'il puisse s'installer définitivement sur Mende en lui vendant un morceau de terrain. Cela dit, le morceau qu'on lui a vendu n'est pas de reste grand. Et donc on vous propose d'acter cette vente pour cette surface supplémentaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 2, c'est l'extension du lotissement communal Léon de la Bergerie. Monsieur Berenguel. Conformément à l'évaluation de France Domaine et aux décisions prises, le prix de vente a déjà été fixé à 90 € le mètre carré, étant précisé que s'ajouteront les frais notariés ainsi que les droits d'enregistrement et de publication au service de la publicité foncière et de vente. Aujourd'hui, Mme Océane Salson et M. Michael Dinis se portent acquéreurs. Donc c'est le lot numéro 6, AK 933, 54 rue Federico Garcia Lorca. Donc l'acquéreur nous demande de le dire pour une surface de 570 m² et un prix de 51 300 €. Sur les bases précitées, il est donc proposé de décider la vente du lot précité à 90 € le mètre et d'autoriser M. le maire à recevoir l'acte de cession à intervenir à l'office notarial 7 allée Paul Daudet. Merci Monsieur Berenguel. Donc tout le monde le situe. Il nous reste 3 ou 4 lots. J'en ai par un, pas là, c'est 3 ou 4 qui nous en restent. 0, oui, mais après la demande vient de nous être faite. Ok, donc on n'aura plus de lots à vendre sur ce lotissement, sauf des désistements de dernière minute, ce qui est toujours possible. Voilà, donc il nous faut bien évidemment travailler, continuer à proposer des lotissements pour les mandois ou pour les gens qui arrivent sur Mende et qui veulent y construire pour y passer un bout de leur vie ou toute leur vie. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 3, la vente par la SAIM à la commune de Mende. Madame Françoise Marger, bonjour. La commune de Mende souhaite acquérir un local commercial libre de toute occupation au rez-de-chaussée de l'immeuble situé 5 rue dans cette maison consulaire. Dont je parlais tout à l'heure, ancien magasin privé. Ce local appartient à la SAIM par bail et construction. Une convention faisant apparaître l'état descriptif de division a été signée le 24 novembre 2017, constituant le lot numéro 1 comme un commerce au rez-de-chaussée. Cette acquisition permettra l'installation d'un transformateur nécessaire au musée du jeu blanc, une plaque d'implantation de local vélo et des toilettes publiques. Aujourd'hui, considérant que l'avis du pôle d'évaluation domaniale n'est pas requis,
l'acquisition est à un seuil inférieur à 180 000 €. Il est proposé d'autoriser l'acquisition de ce lot pour la parcelle AS 413 suivant l'état descriptif de division établi le 24 novembre 1987 pour un montant de 40 000 €. Les frais notariés sont à charge de la commune de Mende. On vous demande d'autoriser M. le maire à signer l'acte d'acquisition et à intervenir en office notarial de Mme Annie Tarbon et Bertrand Pellissier. Merci Madame Amargé Brageon. En fait, c'est pas que pour le musée de Gévaudan, mais il y a Enedis qui nous demande déjà depuis quelques années de compléter son dispositif de poste de transformation sur le cœur de ville, puisqu'il y a de la rénovation de bâtiments qui se fait avec bien souvent de l'installation de chauffage électrique, et donc il y a besoin de plus en plus de puissance. Il y a des demandes qui avaient été formulées par Enedis d'installer dans des locaux qui, à mon sens, n'étaient pas du tout adaptés parce que intéressants pour du commerce, même s'ils sont aujourd'hui fermés. Et donc, j'ai proposé de faire une opération complète qui permette bien sûr d'installer sur à peu près la moitié du local ce poste de transformation Enedis, donc à l'intérieur, et puis sur une autre partie, un équipement public autour de toilettes publiques, de consignes à vélo, de consignes pour les bagages et peut-être de tables à manger aussi pour les enfants. Enfin voilà, un dispositif complet qui permettrait de compléter nos toilettes publiques sur le centre-ville et pour lequel on est en train de travailler aussi. On fait le boulevard de Rion avec les travaux qui vont démarrer lundi sur le boulevard du Souverain. On installera aussi des toilettes publiques sur la partie basse de cet aménagement, donc dans l'ancienne petite placette, d'ailleurs il y avait à l'époque déjà des toilettes publiques. Et avec le local ici de Couzette, on aurait un dispositif de toilettes publiques complet pour le cœur de ville, ce qui semble nécessaire. Voilà, je vous laisse la parole. Madame Meyer. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, concernant cette acquisition de ce local commercial, plusieurs interrogations. Nous remarquons un coût financier, en premier lieu supplémentaire sur les travaux du musée. Pourquoi Enedis ne prend pas en charge les frais liés à cette installation par rapport à ce transformateur? Également, peut-on craindre un risque électrique et sanitaire ainsi que des nuisances sonores au niveau de ce local par rapport aux nombreux logements qui se situent à proximité? Et dernier point, est-ce que ces travaux de raccordement vont impacter la place Volterra? Je vous remercie. Supplément musée, non, puisque c'est pas que pour le musée, je viens de le dire. Enedis, pourquoi il ne prend pas en charge? Puisque vous savez que tout ce qui est un réseau Enedis, c'est en fait des réseaux qui appartiennent aux collectivités. Mais Enedis va participer financièrement au coût de l'opération en payant une indemnité qui n'est pas fixée encore, sur l'installation de son équipement de transformation dans ce local. Sur le bruit, ce n'est pas le seul bâtiment public ou privé dans lequel il y a effectivement un poste de transformation. Ce n'est pas un poste de transformation qui est énorme, donc je ne pense pas qu'il y ait de nuisance particulière par rapport à ça. Et par rapport aux travaux éventuels sur la place Volterra, bien sûr qu'il faudra qu'il y ait un câble qui va passer dans tout terrain et qu'il y a peut-être quelques travaux qui vont être réalisés, mais tout ça sera ponctuel. Il y aura d'ailleurs des travaux pour amener le réseau de chaleur par cette place-là aussi, depuis l'angle de la préfecture et du bâtiment de la préfecture au conseil départemental. Donc il y aura des travaux aussi à cœur de ville par rapport au réseau de chaleur. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Des abstentions. Je vous remercie. Le point numéro 4, adhésion au programme for the endorsement of forest. Oh,
délibération du 17 avril 2014, la ville de Mende a adhéré au processus de certification PEFC, Programme de reconnaissance des certifications forestières. Il s'agit d'une démarche volontaire qui permet de valoriser la gestion responsable des forêts en préservant, à long terme, chacun de ses rôles économiques, environnemental et social, mais également de garantir le respect de ceux qui travaillent pour et en forêt. Aujourd'hui, il est nécessaire de réitérer cette adhésion afin d'apporter aux produits issus de la forêt communale de Mende et des forêts sectionnelles de Chabris et du Mas les garanties demandées par les industriels, les négociants et les consommateurs concernant la qualité de la gestion durable. Il est donc proposé de s'engager dans les certifications de gestion durable des forêts PEFC pendant 5 ans pour l'ensemble des surfaces forestières que la commune de Mende, la section du Mas ou la forêt sectionnelle de Chabris possède en Occitanie. De s'engager à donner les détails des surfaces forestières de la commune, celles sous aménagement forestier et celles hors aménagement le cas échéant. Pour ces dernières, la commune s'engage à déclarer aux autorités compétentes, à l'éviter, toute coupe réalisée sur celle-ci. En tout état de cause, s'engager à respecter l'article R124-2 du Code forestier. Totale surface à déclarer pour la forêt communale de Mende, je passe sur les détails, on est autour de 59 hectares. Sur la forêt sectionnelle du Mas, 14 hectares 7937 et pour la forêt sectionnelle de Chabris, 10 hectares 542. De respecter les règles de gestion forestière durable en vigueur et de les faire respecter à toute personne intervenant dans les parcelles visées ci-dessus. D'accepter le fait que la démarche PEFC s'inscrit dans un processus d'amélioration continue et en conséquence les règles de la gestion forestière durable pourront être modifiées. Une fois informé de ces éventuels changements, d'avoir le choix de poursuivre notre engagement ou de résilier l'adhésion par courrier adressé à PEFC Occitanie. D'accepter les visites de contrôle en forêt par PEFC Occitanie et autoriser à titre confidentiel à consulter tous les documents conservés à minima pendant 5 ans, permettant de justifier les règles de gestion forestière durable en vigueur. De mettre en place les actions correctives qui seront demandées par PEFC Occitanie en cas de pratique forestière non conforme sous peine d'exclusion du système de certification PEFC. D'accepter que cette participation au système soit rendue publique. De respecter les règles d'utilisation du logo en cas d'usage de celui-ci, de s'acquitter de la contribution financière auprès de PEFC Occitanie, d'informer PEFC Occitanie dans un délai de 6 mois et fournir les justificatifs nécessaires en cas de modification des surfaces forestières de la commune, et enfin de désigner M. Laurencio, maire de Mende, pour accomplir les formalités et signer les documents nécessaires à cet engagement. Merci M. François-Robin. Donc il s'agit d'une certification qui est utile à la forêt pour justement peut-être mieux valoriser et la forêt et peut-être derrière aussi mieux commercialiser les bois qui en sont issus. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 5, Mme Mayol, sur l'opposition au transfert de compétences en matière de PLU. La loi ALUR de 2014 a renforcé la planification territoriale intercommunale afin que les territoires se dotent d'outils de planification stratégique à l'échelle supra-communale. L'article 136 de la loi ALUR a précisé comme principe que si à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme, en tenant lieu de carte communale, elle devient de plein droit le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent. C'est donc le texte de la loi ALUR et pas les services de la mairie qui ont écrit une phrase aussi longue. Mission pour rien. Ainsi, la mise en place des nouveaux conseils municipaux et communautaires suite au renouvellement général de mars 2020 déclenche de fait une nouvelle échéance correspondant au 1er janvier 2021. La loi intègre pour autant une clause de revoyure à ce principe dans un délai de 3 mois précédant l'échéance du 1er janvier 2021. Si 25% des communes représentant au moins 20% de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. Le territoire de la communauté de communes étant composé de 7 communes, dont 4 sont régies par un PLU, une commune par une carte communale et 2 communes par le règlement national d'urbanisme, certains de ces documents d'urbanisme sont en cours de modification ou de révision, est-il précisé.
Donc après discussion avec l'ensemble des maires du territoire intercommunal, il est proposé de s'opposer au transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à la communauté de communes du Cœur de Lozère au 1er janvier 2021. Merci, Madame Mayols. Oui, quelques mots pour compléter. Effectivement, on a eu une discussion, comme on l'avait eu en 2017, avec les maires de la communauté de communes pour s'opposer à ce transfert. Parce qu'on estime les uns et les autres qu'on a fait beaucoup d'investissements sur nos PLU. Sûrement, on a fait une révision générale à partir de 2014 et 2013, même, qui a conduit à une délibération début janvier 2018 pour avoir un document d'urbanisme complet. Ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup d'énergie, les services s'y investissent beaucoup, les élus aussi. Donc on est assez d'accord avec la maire de Badarou, qui est concerné, le maire de Barjac, le maire de Valsiège et le maire de Saint-Denis. Parce que le bord et le pelouse ne sont pas en PLU, ils sont toujours en carte communale. Donc on est assez d'accord pour se dire qu'on travaille bien ensemble sur le PLU, puisqu'il y a des conventions qui existent entre la mairie de Mende, le service urbanisme de la mairie de Mende, et les 4 communes que je viens de citer. Et en fait, c'est le service urbanisme de Mende, moyennant rétribution, instruit les dossiers des documents PLU de ces 4 communes. Donc pourquoi on en reste là? Et on s'est toujours dit depuis 2017 qu'effectivement on attendrait une réforme en profondeur ou une obligation ferme, définitive de la loi pour aller vers un PLUi. Sachant que si on va vers un PLUi, ça fera beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Donc dans l'immédiat, on a des documents sûrement qui nous permettent de voir venir pour les 10, 15 prochaines années. Donc on a le temps de voir venir avant d'aller vers un transfert de cette compétence à la communauté de communes. Je vous laisse la parole. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, 2 mots pour expliquer notre position. Cette délibération s'apprécie sous 2 angles. Le premier angle, c'est sur le plan prospectif. À terme, et la loi ALUR le laisse entendre, il est évident que ce domaine de compétence sera transféré à la sphère intercommunale. C'est évident parce que l'urbanisme s'appréciera à l'échelle d'un territoire. Mais, sur un deuxième plan, sur un plan pragmatique, les esprits ne sont pas prêts. Il n'y a pas uniquement que des questions, me semble-t-il, financières, qui sont importantes. D'une part, les esprits ne sont pas prêts, parce que chaque membre est encore attaché à son territoire et doit encore décider de ce qui doit devenir de son territoire sur le plan de la construction et de l'utilisation des sols. Puis il y a un deuxième élément qui nous est important, c'est que la communauté de communes n'a pas, me semble-t-il, à ce jour-là, les moyens financiers, humains, pour gérer seule ce transfert de compétences. En tout cas, ça nécessiterait que la commune elle-même transfère une partie de ce qu'elle a. Donc pour ces raisons-là, et tout simplement parce que nous avons une position réaliste, nous ne nous opposerons pas à cette délibération, nous allons voter pour. Merci Monsieur Boucher. Alors simplement pour dire que la communauté de communes, bien évidemment, s'il y a transfert, il y aura transfert de compétences, mais il y aura transfert de moyens financiers et communes aussi, qui iront à la communauté de communes pour mener à bien cette compétence au travers des attributions de compensation comme pour toutes les autres compétences. Est-ce qu'il y a donc des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 6, approbation de la révision allégée 1 et 2 du plan local d'urbanisme de la ville de Mende. Donc c'est des adaptations de l'ALIA effondrement et changement du zonage, secteur de Mirandol et plus à l'ouest, ici à l'entrée de Ville, au bord de la 88. Monsieur Protoé. Révision allégée numéro 1. Lors de sa dernière révision générale du plan local d'urbanisme, approuvée le 10 janvier 2018, a intégré les risques de mouvement de terrain, chute de bloc, affaissement et glissement. Le 7 mars 2018, un permis d'aménager afin de créer un lotissement à location d'habitat a été déposé à la ville de Mirandol.
Ce dernier consistait en la création de 13 lots sur les parcelles cadastrées AW 210, 211, 215 et 217. Sur sa partie nord, par la présence d'un ancien tunnel, le terrain était impacté par l'aléa effondrement élevé qui rendait du coup inconstructible une partie du périmètre du lotissement et qui pénalisait la cohérence de l'aménagement et de la disposition des futures constructions. Le PLU avait classé en zone M naturelle l'ensemble du secteur impacté par cet aléa effondrement. Le reste du lotissement était classé en zone 1AUU qui correspondait à une zone A urbanisée. En février 2019, le lotissement a fait réaliser par un bureau spécialisé une étude géotechnique qui préconisait la réalisation de travaux afin de supprimer cet aléa. Ces travaux ont été réalisés. On vient donc de modifier le zonage du PLU sur la zone où l'aléa effondrement a été supprimé. La révision allégée numéro 2. La parcelle concernée est cadastrée BK 132 et située en entrée de la ville, secteur du TUF. Son placement en zone agricole, au plan OPLU, ne permet pas une évolution possible du bâtiment existant. Par sa situation d'entrée de ville, son zonage PLU actuel est vraiment inadapté. Son classement en zone 1 du site patrimonial remarquable, il convient, afin de permettre une évolution de ces bâtiments beaucoup plus cohérente avec le secteur, de la classer en zone urbaine par extension de la zone UD qui est limitrophe. La dite parcelle est impactée par les aléas de mouvement de terrain, notamment les chutes de blocs. Seule la partie exclue de l'aléa chute du bloc sera classée en zone urbanisée. Le reste sera maintenu avec le zonage actuel. En délibération du date du 20 juin 2019, la commune demande à prescrire les révisions allégées dans la 1 et 2 de son PLU et a défini les modalités de la concertation publique. Le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et a arrêté les projets de révision allégés 1 et 2 du PLU par délibération en date du 8 octobre 2019. Les projets ont ensuite été communiqués pour avis aux personnes publiques associées. Une enquête publique a eu lieu le 1er septembre 2020, du 1er septembre 2020 au 2 octobre inclus. L'ensemble des modalités de concertation définies a été respecté. Aucune observation n'a été émise depuis l'engagement de la procédure. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, son article L21, 21, 29, le Code de l'urbanisme et ses articles L103.2, 103.6, 104.1, 104.3, 151.1, 153.30, 151.1, 2, le R104.28, le R104.33, le 151.1 à 151.53, 152.1 à 153.21. Le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Montbrenou, vu le plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 10 janvier 2018, vu la délibération du 20 juin 2019 prescrivant la révision allégée numéro 1 et 2 du PLU sur la procédure prévue par l'article 153.34 du Code de l'urbanisme, définissant les objectifs poursuivis et fixant les modalités de la concertation. Vu les décisions de la mission régionale d'autorité environnementale du 29 août 2019 et du 12 septembre 2019 portant décision dispensant de réalisation d'une évaluation environnementale dans le cadre de la demande d'examen au cas par cas en application des articles 104.28, 104.33 du Code de l'urbanisme. Vu la délibération du Conseil municipal en date du 8 octobre 2019 arrêtant le projet de révision allégé 1 et 2 du PLU, vu la réunion du 9 octobre 2019 au cours de laquelle a été effectué un examen conjoint du projet de révision allégée numéro 1 et 2 du PLU par les services de l'État, la commune et les personnes publiques associées mentionnées aux articles L132.7, L132.9 du Code de l'urbanisme. Vu l'avis de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en date du 18 juillet 2019, vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 1er septembre 2020 au 2 octobre 2020 inclus, ensemble les conclusions, le rapport et l'avis favorable sans observation du 9 octobre 2020 du commissaire enquêteur. Il est donc proposé à notre conseil municipal d'approuver la révision allégée 1 et 2 du PLU. La présente délibération sera notifiée à la préfecture et affichée pendant 1 mois en mairie. Mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. Elle sera aussi téléversée sur le géoportail de l'urbanisme. Conformément à l'article 153.25 du Code de l'urbanisme, les révisions allégées dans la ville du plan local de l'urbanisme seront exécutoires 1 mois après la transmission à la préfecture de la présente délibération. Les 2 dossiers de révision allégée pourront être consultés sur le lien qui vous est donné. Merci, M. Trottoy. Tout le monde a situé ces 2 révisions donc, qui dataient de l'ancienne municipalité, de ces conseils municipaux, c'est les délibérations d'octobre 2019, donc concernant
deux éléments, hein, du côté de l'entrée de la ville ouest, à côté du magasin de fruits et légumes, donc, sur la partie ouest, c'est un magasin qui s'appelle le Jardin Provençal, et puis l'autre qui concerne un lotissement privé, donc qui est sous Fontaine, à l'est, nord-est du lycée Notre-Dame, donc pour compléter ce lotissement pour permettre une meilleure utilisation du terrain et une meilleure optimisation. Est-ce que je laisse la parole, si vous voulez? Moi, j'ai une question, monsieur le maire. Nous souhaiterions un vote distinct par révision simplifiée plutôt que le vote global qui nous permettrait d'avoir pourquoi pas des avis différents sur l'un et l'autre. Alors, comme on n'a qu'un avis de délibération, je vous propose de délibérer qu'une fois. Pas délibérer deux fois, je suis désolé. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions et des autres favorables? Je vous remercie. Le point numéro 7, approbation de la convention constitutive le groupement de commandes pour la fourniture de fioul de gazole non routier. Madame Rousseau. Merci Madame Rousseau. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Je vous propose de me désigner avec Régine Bourgade comme suppléante pour participer à ce groupement de commandes. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Le point numéro 8 de la rétrocession de concession funéraire. Monsieur Raoult.
retirant la demande de rétrocession présentée par Mme Moisselin-Nicole de Boran de Rivière-Amande, titulaire de la concession funéraire suivante. Concession perpétuelle de 4 m²50, numéro 2609, secteur E4 au cimetière Cégala-1, acquise en février 2000 pour un montant de 3 528 francs 50, dont 1096 francs 50 pour le CCRS et 80 francs de timbre et 159 francs de frais d'enregistrement. Celle-ci n'ayant pas été utilisée jusqu'à ce jour et se trouvant vide de toutes ses cultures, Madame Moisselin-Nicole déclare vouloir rétrocéder sa concession à partir de ce jour à la commune afin qu'elle en dispose. Compte tenu de la date d'achat, il est prévu de la reprendre où elle sera revendue aujourd'hui, à savoir 174,40 € le mètre carré. Donc 4 m² 50 à 174,40 € égale à 784,80 €. Il est proposé d'autoriser M. le maire à signer tous les documents nécessaires à la rétrocession de cette concession. Merci, monsieur Raoudal. Est-ce que ça suscite des questionnements, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Voilà, nous en avons terminé pour ce conseil municipal du 16 octobre.